Quel bébé ai-je demandé debout sur le seuil de ma propre porte avec mon fils nouveau-né endormi contre ma poitrine alors que mon mari me regardait comme si j'avais perdu la raison. Derrière lui se tenaient sa mère, son patron et la femme qu'il avait réellement rencontrée ce matin-là. Le bébé pour lequel tu m'as dit de prendre un taxi à 2 heures du matin. Ce bébé-là, il a ouvert la bouche mais aucun mot n'est sorti. Cette scène est venue plus tard, une semaine plus tôt, à 2h03 du matin. Je me tenais pieds nus dans le couloir sombre à l'extérieur de notre chambre à Limonest avec un liquide chaud coulant le long de mes jambes et une crampe si vive qu'elle me courbait en deux. Pendant une seconde je suis restée là, une main appuyée contre le mur essayant de respirer à travers la douleur. La maison était silencieuse à l'exception du ronronnement sourd de la climatisation et du tic-tac de l'horloge de la cuisine au bout du couloir. Nous vivions dans une maison en pierre soignée dans un lotissement calme où personne ne s'attendait à de vrais ennuis après minuit, le genre de quartier où les lampadaires brillaient d'un jaune doux et où chaque pelouse semblait ondulée. Impeccable de l'extérieur, Thomas et moi avions probablement l'air tout aussi impeccables à l'intérieur de ce couloir. J'en savais plus. J'ai posé ma main sur le cadre de la porte de la chambre et j'ai dit Thomas. Aucune réponse. Une contraction plus forte est arrivée, basse et tordue, et j'ai dû presser mes lèvres l'une contre l'autre jusqu'à ce qu'elles passent, puis je suis allée de son côté du lit et j'ai secoué son épaule. Thomas, ai-je chuchoté, réveille-toi, je vais accoucher. Il a émis un son profond dans sa gorge à mi-chemin entre un gémissement et un soupir et s'est retourné sur le dos sans vraiment ouvrir les yeux. Les chiffres bleus de son réveil indiquaient 2h03. Je m'en souviens clairement parce que plus tard dans mon esprit cette heure est devenue une frontière. Avant 2h03 j'essayais encore d'être une épouse. Après 2h03 quelque chose en moi a commencé à changer. Il a plissé les yeux vers moi. Quoi, ma poche des os a rompu. Il a cligné des yeux une fois lentement et agacé comme si je l'avais réveillé pour lui dire que le camion poubelle était en avance. Je suis sérieuse, ai-je dit, j'ai des contractions, je dois y aller. Thomas s'est redressé sur un coude, s'est frotté le visage puis a regardé l'ourlet mouillé de ma chemise de nuit. Au lieu de la panique ou de l'inquiétude ou même d'une simple sollicitude, ce qui a traversé son visage était de l'irritation. Alors appelle un taxi, a-t-il marmonné. J'ai une réunion importante demain. Pendant un instant j'ai cru avoir mal entendu un taxi. Il s'est laissé retomber sur l'oreiller, ou un Uber, peu importe. J'ai besoin de dormir clair. J'ai une réunion du comité de direction à 9h. Je suis restée là à le fixer. Nous étions mariés depuis 11 ans. J'avais 38 ans, enceinte après des années à penser que cela n'arriverait peut-être jamais pour moi, et je me tenais devant mon mari alors que les douleurs de l'accouchement traversaient mon corps comme un étau se resserrant de l'intérieur, et tout ce à quoi il pouvait penser était son sommeil. Thomas, ai-je répété plus doucement cette fois parce que le choc avait éteint ma voix. Je ne peux pas conduire comme ça. Il a remonté la couette plus haut. Alors n'appelle pas quelqu'un pas, je vais t'emmener pas, laisse-moi m'habiller pas, est-ce que ça va, juste appelle quelqu'un. Puis il a tendu le bras vers la table de chevet, a pris son téléphone, a posé l'écran face contre table et a dit s'il te plaît fais moins de bruit. J'aimerais pouvoir vous dire que je lui ai hurlé dessus. J'aimerais pouvoir vous dire que j'ai jeté une lampe ou arraché la couverture du lit, mais la vérité est que je suis juste restée là, la main sur le ventre, respirant fort à travers une autre contraction, et j'ai senti quelque chose de froid s'installer en moi. Pas un caprice ni même de la rage, encore juste une certitude, le genre qui arrive tout d'un coup et réorganise tout. Je suis sortie de la chambre et j'ai tiré la porte jusqu'à ce qu'elle soit presque fermée derrière moi, pas claquée, juste assez fermée. Dans la cuisine, je me suis penchée sur le plan de travail et j'ai ouvert l'application de transport avec des mains tremblantes. Mon pouce a glissé 2 fois sur l'écran. Le premier chauffeur a accepté puis a annulé. Le deuxième était à 8 minutes. Puis soudainement à 12, puis a disparu. Le troisième a accepté et est resté immobile sur la carte comme s'il s'était endormi sur un parking. Une autre contraction a frappé plus fort. Cette fois j'ai serré le bord du comptoir jusqu'à ce que mes articulations me fassent mal. Tout va bien, ai-je chuchoté pour moi-même. Tout va bien, tout va bien. Le moteur du réfrigérateur s'est mis en marche quelque part dehors. Un chien a aboyé une fois puis s'est arrêté. Le monde entier semblait étrangement calme pour le genre de nuit qui divise une vie en deux. J'ai essayé d'appeler Thomas depuis la cuisine, pensant que peut-être entendre le téléphone sonner le réveillerait et le ramènerait à la décence. Je suis tombée directement sur sa messagerie. Il avait éteint son téléphone. Cela m'a fait quelque chose. Les gens parlent d'un cœur brisé comme de quelque chose de dramatique, de bruyant, d'inoubliable, mais le pire genre que j'ai jamais ressenti était silencieux. C'était me tenir sous la faible lumière au-dessus de ma cuisinière dans des chaussons mouillés, réalisant que l'homme avec qui j'avais partagé un lit, un compte bancaire et un avenir avait fait un choix réel. Il avait choisi son confort plutôt que moi, le sommeil plutôt que moi, une réunion plutôt que la naissance de son enfant. Je me suis habillée entre 2 contractions, un legging de maternité noir large, le vieux sweat de fac de Thomas, des chaussures plates sans talons parce que je ne pouvais pas supporter de me pencher assez longtemps pour autre chose. J'ai attrapé mon sac à main, ma carte vitale, mon chargeur de téléphone et le sac d'hôpital à moitié préparé près du placard à manteau. Il n'y avait pas encore tout dedans. J'avais plié de minuscules pyjamas la veille en me disant que nous avions encore du temps. Aucune femme n'oublie jamais le
Bruit de la porte d'entrée qui se ferme derrière elle quand elle part seule pour l'hôpital. L'air extérieur était chaud et lourd, un printemps tardif dans la région lyonnaise, pas encore brûlant mais assez proche pour que la nuit retienne la chaleur. Mon allée semblait argentée sous le réverbère. Je suis restée à côté de mon SUV pendant une seconde, une main sur le toit attendant que la douleur s'apaise, puis je suis montée et j'ai démarré le moteur. L'horloge du tableau de bord indiquait 2h21. J'ai reculé lentement en respirant par la bouche, les deux mains cramponnées au volant. Les pneus ont fait ce petit crissement doux sur le bord de notre allée. Je me souviens de détails absurdes de ce trajet plus clairement que de certaines années entières de mon mariage. La lueur rouge de l'enseigne de la station-service au coin de la rue, le clic de mon clignotant, le tronçon vide de l'autoroute A6 paraissant trop large et trop lumineux sous les lampadaires, ma propre respiration saccadée dans la voiture, une main quittant le volant toutes les quelques minutes pour presser le bas de mon ventre. Chaque contraction arrivait comme une vague avec des dents. Je continuais à me dire l'heure à voix haute. 2h26, respire. 2h29, les mains stables. 2h33, tu peux le faire. À un feu rouge, j'étais la seule voiture là, pas une autre âme en vue. Je me souviens avoir ri une fois, juste un petit rire court et parce que Thomas s'était toujours soucié plus de ses réunions que de tout ce qui était désordonné ou humain. Un évier bouché, mon problème. Un chien malade, mon problème. Le dîner de Noël pour 14 personnes aussi, mon problème. Apparemment le travail à 2h du matin entrait dans la même catégorie. Réunion de direction, ai-je dit à voix haute à la voiture vide, et j'ai failli rire à nouveau, puis une autre contraction a frappé si fort qu'elle a brouillé ma vision et j'ai dû prendre une longue inspiration par le nez et la relâcher lentement avant que le feu ne passe au vert. Au moment où j'ai atteint l'entrée de l'hôpital, mes cheveux étaient humides sur mes tempes et tout mon corps semblait tendu par l'effort. Je me suis garée dans la voie de dépose minute des urgences. J'ai attrapé le sac de travers et je me suis dirigée vers les portes coulissantes. Un jeune agent de sécurité m'a vu arriver et s'est précipité avec un fauteuil roulant. Madame, êtes-vous seule? Cette question a failli m'anéantir. Oui, ai-je dit. Il a eu l'air surpris mais n'a rien dit, m'a juste aidé à m'installer dans le fauteuil et m'a poussé à travers les portes automatiques brillantes alors que l'air de l'hôpital frappait mon visage froid stérile portant ce mélange de produits de nettoyage et de café que chaque hôpital semble avoir au triage. L'infirmière aux cheveux blonds argentés et aux lunettes de lecture m'a jeté un seul regard et a dit: ma puce, où est votre mari? J'ai laissé échapper un souffle qui était presque un rire. Il dort, ai-je dit. Sa bouche s'est serrée. Eh bien en voilà une affaire. C'était la première gentillesse qu'on me montrait cette nuit-là et cela m'a presque fait pleurer. Les contractions étaient proches maintenant. L'infirmière a placé un moniteur sur moi, m'a examiné et tout son ton a changé. D'accord, a-t-elle dit fermement, le bébé arrive plus tôt que nous le voudrions mais on y va rester avec moi maintenant plus tôt que nous le voudrions. C'était aussi ce que le médecin avait dit un peu plus tard sous des lumières vives alors que les machines bipaient autour de moi et que les gens bougeaient rapidement dans des chaussures propres. Pas de panique, pas de désastre mais assez d'inquiétude pour me faire réaliser que ce n'était pas un simple inconvénient dramatique que Thomas pourrait ignorer en dormant et pour lequel il s'excuserait plus tard avec des fleurs du supermarché. C'était réel. J'étais allongée, la serrant le rail du lit d'hôpital pendant qu'une autre contraction me déchirait et pour la première fois de cette nuit-là la colère est arrivée, pas bruyante, pas sauvage, claire. J'ai tourné mon visage vers le plafond, j'ai cligné des yeux fortement contre la brûlure derrière mes paupières et j'ai chuchoté pour moi-même: après ce soir j'arrête d'attendre qu'il me choisisse. La première fois que j'ai entendu mon fils pleurer c'était un son fin et aigu comme un bruit qui ne faisait pas tout à fait confiance au monde. Le voilà, a dit l'infirmière d'une voix douce mais stable, de cette manière pratiquée par quelqu'un qui a tout vu et qui sait quand un moment compte un peu en avance. Mais il est fort. Ils me l'ont montré juste une seconde, les yeux rouges et ridés fermés comme s'ils se disputaient avec la lumière, puis ils l'ont emmené vers la table chauffante à l'autre bout de la pièce. Les machines bourdonnaient, quelqu'un a crié des chiffres, une autre infirmière a ajusté quelque chose près de mon épaule. Est-ce qu'il va bien? Ai-je demandé. Il va bien, a dit le médecin, nous l'aidons juste un peu, nous l'aidons juste un peu. Cette phrase est restée en moi aussi. Il y avait beaucoup de choses dans ma vie qui avaient eu besoin d'être aidées. Mon mariage pour commencer, 11 ans à lisser les tensions, à justifier la froideur, à me dire que Thomas était juste fatigué, juste stressé, juste concentré sur son travail, toujours juste quelque chose. Maintenant il y avait un bébé dans la chambre qui ne savait rien de tout cela encore. J'ai tourné la tête vers la porte sans réfléchir, m'attendant presque par habitude plus que par espoir à voir Thomas entrer en retard, essoufflé, s'excusant, disant qu'il n'avait pas compris, qu'il s'était précipité dès qu'il avait réalisé la porte est restée fermée. L'infirmière à côté de moi a suivi mon regard et a dit doucement: quelqu'un est en route. Non, ai-je dit après une seconde. Non, je ne pense pas. Elle n'a pas insisté, a juste fait un petit signe de tête comme si elle avait déjà entendu cette réponse. Ils me l'ont ramené une fois qu'ils eurent fini de l'examiner. Il était emmitouflé, serré, son visage déjà plus calme, sa respiration plus stable. Quand ils l'ont posé contre ma poitrine, quelque chose dans mon corps tendu toute la nuit s'est enfin relâché. Salut, ai-je chuchoté parce que je ne savais pas quoi dire d'autre. Salut Raphaël. Je n'avais
pas dit ce nom à Thomas. Nous avions parlé de quelques options tournant autour d'elle comme le font les couples mais sans jamais décider. Pendant longtemps j'ai pensé que nommer un enfant était quelque chose que l'on faisait ensemble. Maintenant j'avais l'impression que c'était quelque chose que j'avais le droit de revendiquer. Raphaël, ai-je dit encore plus bas cette fois. Il a émis un petit son comme un soupir et ses doigts si minuscules qu'ils ne semblaient pas réels se sont enroulés contre le tissu de mon sweat. Je suis restée allongée là pendant un moment écoutant simplement sa respiration. Inspire et expire, le rythme était régulier et je me suis surprise à l'imiter sans réfléchir. À un moment une infirmière m'a demandé si je voulais appeler quelqu'un. J'y ai réfléchi. Ma sœur vit à Nice, nous parlons mais pas tous les jours. Mes parents sont tous deux partis. La famille de Thomas, eh bien c'était une autre histoire. J'appellerai plus tard. Ai-je dit la vérité était que je ne voulais encore rien expliquer, ni le travail, ni le fait que j'avais conduit moi-même à l'hôpital, ni le silence du côté du lit de Thomas. Je n'avais pas l'énergie de transformer l'histoire en quelque chose qui semblait normale. Vers 6h15 du matin, quand le ciel à l'extérieur de la fenêtre étroite de l'hôpital a commencé à devenir pâle, mon téléphone a vibré sur le plateau à côté de moi. Je l'ai pris lentement, faisant attention à ne pas réveiller Raphaël. C'était Thomas. Tout va bien, c'était tout. Pas de est-ce que tu y es arrivé, pas de comment vas-tu, pas de est-ce que le bébé est là, juste tout va bien. Je l'ai lu 2 fois puis une 3e fois comme si peut-être quelque chose à l'intérieur changerait si je regardais assez longtemps. Je n'ai pas répondu. À la place j'ai posé le téléphone face contre table et j'ai regardé la poitrine de mon fils se soulever et retomber. Un peu plus tard l'infirmière aux cheveux blonds argentés est revenue. Elle a vérifié mes constantes, a ajusté la couverture autour de Raphaël puis a jeté un coup d'œil à mon téléphone. Quelqu'un a donné des nouvelles, a-t-elle demandé. Mon mari a envoyé un message, ai-je dit, et j'ai hésité puis j'ai fait un petit haussement d'épaule. Il a demandé si tout allait bien. Ses sourcils se sont légèrement levés. Eh bien c'est une façon de formuler les choses. Il y avait une note sèche dans sa voix qui m'a fait sourire juste un peu. Elle a fini d'écrire quelque chose sur le dossier puis s'est appuyée d'une hanche contre le bord du lit en baissant la voix. Puis-je vous dire quelque chose, a-t-elle dit. Bien sûr, j'ai eu mon premier enfant à 32 ans, a-t-elle dit. Je pensais avoir le mari parfait, un bon travail, une belle maison. Il savait dire les bonnes choses devant les autres. Je l'observais sans savoir où elle voulait en venir. Je l'ai quitté à 48 ans, a-t-elle continué comme si elle me parlait d'un changement de salon de coiffure. La meilleure décision que j'ai jamais prise. J'ai laissé échapper un souffle silencieux. Que s'est-il passé? Elle a eu un petit sourire. Entendu, rien de grave, c'était ça le problème, juste un millier de petits moments où j'ai réalisé que c'était moi qui portais tout cela. A résonné profondément. Je pensais avant, a-t-elle poursuivi, que si j'expliquais mieux les chose ou si j'attendais le bon moment ou si je restais assez patiente, il ferait la moitié du chemin. Elle s'est redressée et a de nouveau ajusté la couverture mais ses yeux sont restés fixés sur les miens. Il ne l'a jamais fait, a-t-elle dit. Alors j'ai arrêté d'attendre. Ces 2 mots ont résonné dans ma tête longtemps après qu'elle ait quitté la chambre vers le milieu de la matinée, après que Raphaël eut été examiné à nouveau et que j'eus été transférée dans une chambre de convalescence plus calme. J'ai enfin repris mon téléphone. Thomas avait envoyé un autre message. Tiens-moi au courant quand tu sors. J'ai une journée complète. J'ai fixé cette ligne pendant un long moment puis presque sans réfléchir j'ai ouvert mon application bancaire. Je ne sais pas exactement pourquoi je l'ai fait à ce moment-là. Peut-être était-ce l'instinct, peut-être était-ce l'accumulation d'années où l'argent s'était discrètement déplacé sous le contrôle de Thomas. Il gérait les investissements, les économies, la vision d'ensemble comme il aimait l'appeler. Le compte s'est chargé et pendant une seconde tout semblait normal puis j'ai remarqué les virements, pas d'énormes retraits évidents, des plus petits réguliers discrets passant de notre compte joint à un autre compte que je n'ai pas immédiatement reconnu. J'ai cliqué sur les détails. Les virements remontaient à des mois, 6 mois peut-être plus. Chacun était assez petit pour ne pas déclencher d'alarme. Ensemble ils pesait lourd. J'ai senti quelque chose se mettre en place à nouveau, pas un choc cette fois, une confirmation. D'accord, ai-je dit tout bas. Raphaël a bougé légèrement contre ma poitrine et j'ai posé ma main sur son dos. Tout va bien, ai-je chuchoté, bien que je ne sois pas sûre si je parlais pour lui ou pour moi. Je n'ai pas appelé Thomas, je ne lui ai pas envoyé de message. À la place j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis longtemps. J'ai pris une décision sans vérifier comment elle l'affecterait. J'ai appelé une avocate. Le numéro venait de l'infirmière. Sa sœur, avait-elle dit, pratiquait le droit de la famille dans le Rhône, efficace pour les situations compliquées, avait-elle ajouté avec un regard qui me disait qu'elle en savait plus qu'elle ne le disait. La secrétaire a répondu à la 2e sonnerie. Calme, professionnel, cabinet de maître Valérie Bertrand, comment pouvons-nous vous aider? J'ai ajusté un peu Raphaël et j'ai pris une inspiration lente. Je m'appelle Claire, j'ai accouché ce matin et je pense que j'ai besoin de parler à quelqu'un de mes options. Il y a eu une brève pause au bout du fil puis son ton s'est adouci juste assez pour paraître humain. Bien sûr madame, nous allons vous fixer un rendez-vous. Au moment où j'ai raccroché, quelque chose en moi se sentait différent, pas plus léger, plus fort. Cet après-midi là, l'infirmière est revenue avec une pile de documents, des formulaires d'assurance, la planification de la sortie, les coordonnées de la personne à contacter.
En cas d'urgence remplissons-les pendant que vous vous sentez d'attaque, a-t-elle dit. J'ai hoché la tête et j'ai pris le stylo. Nom, date de naissance, adresse puis la ligne pour le contact d'urgence. J'ai fait une pause pendant des années. J'aurais écrit le nom de Thomas sans réfléchir, cela avait été automatique comme signer mon propre nom. Maintenant ma main survolait le papier. À 2 heures du matin il m'avait dit d'appeler un taxi. À 6h15 il avait demandé si tout allait bien. À 10h30 il m'avait rappelé qu'il avait une journée complète. J'ai écrit mon propre nom. L'infirmière y a jeté un coup d'œil puis m'a regardé. Elle n'a rien dit mais elle a fait un petit signe de tête. C'est bien, a-t-elle dit doucement quand elle est partie. J'ai de nouveau regardé Raphaël. Son visage était plus apaisé maintenant, sa respiration régulière. Il ne savait rien des réunions de direction ou des virements bancaires ou du bruit d'un homme éteignant son téléphone au milieu de la nuit. Il connaissait seulement la chaleur et un battement de cœur. J'ai posé ma tête contre l'oreiller et j'ai fermé les yeux un instant. S'il voulait être un père, ai-je chuchoté à peine assez fort pour m'entendre. Il a eu sa chance. À 2 heures du matin dehors par la fenêtre, le soleil de Lyon était monté haut et brillant comme si c'était n'importe quel autre jour ordinaire. À l'intérieur de cette chambre tout avait déjà changé. Je ne suis pas rentrée immédiatement à la maison. Cela m'a surprise plus que tout pendant des années. Peu importe ce qui se passait, la maison était l'endroit où j'allais pour me remettre à zéro, pour me regrouper, pour faire en sorte que les choses redeviennent normales. Mais allongée là dans cette chambre d'hôpital calme avec Raphaël blotti contre moi et la lumière du soleil s'étalant sur le carrelage, j'ai réalisé que je n'étais pas pressée de revenir à la version de ma vie qui existait avant 2 heures du matin. Cette version était déjà terminée. Je ne l'avais simplement pas encore dit à voix haute. Maître Bertrand, mon avocate, m'a appelé cet après-midi. Là, sa voix était stable, calme, le genre de voix qui ne gaspille pas de mots et qui n'a pas besoin de s'élever pour être entendue. Je comprends que vous avez eu une journée mouvementée, madame, a-t-elle dit. C'est une façon de le dire, ai-je répondu. Elle a laissé échapper un petit souffle qui ressemblait presque à un sourire. Pourquoi ne pas me dire ce qui se passe alors? Je l'ai fait, pas tout, pas les 11 années entières mais assez. La nuit, le trajet, les messages, les virements bancaires. Elle n'a pas interrompu, n'a pas réagi avec surprise ou sympathie, a juste écouté. Quand j'ai fini elle a dit très bien, voici ce que j'aimerais que vous fassiez. D'abord, ne le confrontez pas encore, notez tout, gardez vos communications au minimum et ne déplacez pas d'argent d'une manière qui pourrait être interprétée comme une dissimulation d'actifs. Nous ferons cela proprement. Proprement, ai-je répété. Oui madame, proprement et de manière approfondie. J'ai regardé Raphaël qui avait un poing niché près de sa joue comme s'il pensait à quelque chose d'important. Et le bébé, ai-je demandé. Vous le protégez, a-t-elle dit simplement. Cette partie n'est pas compliquée. Il y avait quelque chose de rassurant dans sa façon de dire cela, comme si au milieu de tout ce qui bougeait il y avait encore des lignes qui restaient claires. Nous avons fixé un rendez-vous pour nous voir en personne plus tard dans la semaine. Elle voulait examiner les documents, les chronologies, tout ce que je pouvais rassembler. Après avoir raccroché, je suis restée allongée là un moment, laissant le calme s'installer autour de moi, puis mon téléphone a encore vibré. Thomas, je pars en réunion, préviens-moi quand tu seras à la maison. J'ai fixé ce message plus longtemps que je n'aurais dû. Il ne savait toujours pas que Raphaël était né, pas que j'avais passé la nuit à accoucher seule, pas que quelque chose de fondamental avait changé. Une partie de moi se demandait ce qu'il pensait qu'il se passait. Imaginait-il que j'attendais encore un chauffeur quelque part, assise dans un hall d'urgence à feuilleter un magazine, ou peut-être n'y avait-il pas pensé du tout? Cela semblait plus probable. J'ai posé le téléphone sans répondre. Un peu après le déjeuner, j'ai ouvert les réseaux sociaux. Par habitude, je postais rarement quoi que ce soit, mais je faisais parfois défiler les pages comme le font les gens quand ils ne veulent pas rester trop longtemps avec leur propre pensée. C'est là que je l'ai vu. Thomas avait posté une photo, rien de dramatique, juste un cliché de son ordinateur portable ouvert sur une table de conférence, une tasse de café à côté, une légende qui disait grosse journée en perspective, on y va. Il y avait déjà une poignée de mentions j'aime, un commentaire de quelqu'un du travail, un emoji pouce levé de son frère. J'ai regardé cette photo pendant un long moment. C'était mon mari, l'homme qui m'avait dit d'appeler un taxi à 2 heures du matin, l'homme qui avait éteint son téléphone et s'était rendormi pendant que je conduisais à travers les contractions vers l'hôpital. Maintenant il était assis sous des lumières fluorescentes avec une tasse de café, se présentant comme quelqu'un de stable, de fiable. De près un calme étrange s'est emparé de moi. Ce n'était pas du choc, cela était passé. Ce n'était même pas de la colère, pas celle qui brûle fort et vous donne envie de réagir tout de suite. C'était plus silencieux que cela. J'ai encore entendu la voix de l'infirmière dans ma tête. J'ai arrêté d'attendre, je ne suis plus en colère, ai-je dit à voix haute, testant les mots. Raphaël a bougé légèrement ses minuscules doigts effleurant mon poignet. J'en ai juste fini, j'en ai fini. Cela semblait plus proche de la vérité ce soir-là, après qu'il m'eût rapporté le dîner, un poulet trop cuit, des haricots verts et un pain auquel je n'ai pas touché. J'ai repris mon téléphone et j'ai enfin ouvert les messages de Thomas. Il y en avait 3 maintenant. Tout va bien, tiens-moi au courant quand tu sors, je passerai ce soir, je veux voir le bébé. J'ai lu ce dernier message 2 fois, je veux voir le bébé, pas notre bébé, pas comment allez-vous tous les deux, juste le bébé. Une semaine plus tôt ce message m'aurait peut-être adouci, m'aurait fait penser, eh bien,
Au moins il essaie maintenant, il raisonnait différemment. Maintenant tu veux jouer au papa, ai-je dit doucement. Je n'ai pas répondu. À la place j'ai ouvert l'application de notes sur mon téléphone et j'ai commencé à écrire chronologie 2h03 rupture de la poche des Thomas refuse de conduire 2h15 à 2h20 annulation Uber 2h21 départ de la maison 3h arrivée aux urgences seul 6h15 message de Thomas tout va bien. J'ai continué chaque détail dont je pouvais me souvenir, chaque horodatage, chaque mot. Ce n'était pas émotionnel, c'était précis. Cela plus que tout me disait à quel point j'avais changé. Plus tard cette nuit-là, quand l'hôpital s'était calmé et que les lumières du couloir s'étaient tamisées, je me suis assise dans mon lit avec Raphaël posé contre mon épaule et j'ai écouté les petits bruits autour de moi. Un chariot roulant quelque part loin dans le couloir, un moniteur bipant dans une autre pièce, le rythme doux de la respiration de mon fils. J'ai pensé aux 11 dernières années, pas en flash dramatique mais en petite scène. Thomas me coupant la parole lors d'un dîner avec des amis, Thomas annulant un week-end parce que quelque chose était arrivé au travail, Thomas me disant tu surréagis quand j'essayais d'expliquer ce que je ressentais. Rien de grave, c'était ça le problème, rien de grave, ai-je chuchoté. Raphaël a émis un petit son de sommeil. Je sais, ai-je dit en le déplaçant doucement. Je pensais que cela signifiait que tout allait bien. Vers minuit l'épuisement m'a enfin rattrapé. Je me suis rallongé prudemment, un bras entourant Raphaël de manière protectrice et j'ai fermé les yeux mais le sommeil n'est pas venu tout de suite. Mon esprit revenait sans cesse à une image, Thomas allongé dans le lit, remontant la couverture, éteignant son téléphone. Ce moment-là, ce choix, cette frontière à 2h du matin, il avait choisi le sommeil à 2h du matin. J'avais choisi de me lever, de bouger, de conduire, de faire tout ce qui devait être fait. La différence entre ces deux choix semblait plus grande maintenant qu'elle ne l'avait été sur le moment. Cela ressemblait à une carte. Au matin j'étais plus lucide, pas plus calme bien qu'il y ait de cela, mais plus lucide quand l'infirmière est venue prendre de mes nouvelles. Elle a souri à Raphaël et a dit comment avez-vous passé la nuit tous les deux? Nous allons bien, ai-je dit. Et votre mari? A-t-elle demandé décontractée mais attentive. J'ai croisé son regard, il ne fait pas partie de tout cela pour le moment. Elle m'a étudié pendant une seconde puis a hoché la tête. Très bien, pas de jugement, juste une reconnaissance. Avant de partir elle s'est arrêtée à la porte. Vous savez, a-t-elle dit, les gens vous montrent qui ils sont dans des moments comme celui-ci. Je sais, ai-je répondu. Après son départ j'ai repris mon téléphone une dernière fois. Le dernier message de Thomas était toujours là sur l'écran. Je passerai ce soir, je veux voir le bébé. J'ai tapé une réponse puis je l'ai effacé, j'ai retapé, j'ai encore effacé. Finalement j'ai verrouillé le téléphone et je l'ai posé. Il viendrait, bien sûr qu'il viendrait. Les hommes comme Thomas le font toujours une fois que la partie difficile est passée, une fois que l'histoire peut être racontée d'une manière qui les fait paraître raisonnable. À nouveau j'ai ajusté la couverture autour de Raphaël et je me suis appuyé contre l'oreiller. Ce n'est pas grave, ai-je murmuré plus pour moi-même que pour lui. Laisse-le venir parce que pour la première fois depuis longtemps je n'attendais pas d'être choisi. Je me préparais à décider au moment où j'ai ramené Raphaël à la maison. Elle semblait exactement la même, entrée soignée, photos encadrées au mur, vacances souriantes, dîner de fête, une vie qui avait toujours mieux rendu en photo qu'en réalité. Le même canapé sur lequel Thomas insistait pour garder, même si les coussins s'affaissaient au milieu de l'extérieur, rien n'avait bougé à l'intérieur, tout avait changé. J'avais fait changer les serrures ce matin-là. Ce n'était pas dramatique, pas de police, pas de cri, juste un serrurier nommé Marc d'une entreprise de vie urbaine qui est arrivé dans une camionnette blanche, a essuyé ses bottes sur mon paillasson et a demandé vous voulez que je change tout? Oui, ai-je dit. L'entrée, l'arrière, le garage, tout. Il a hoché la tête comme si ce n'était pas inhabituel. Peut-être que ça ne l'était pas. Pendant qu'il travaillait je me tenais dans la cuisine avec Raphaël dans mes bras, écoutant les petits clics métalliques alors que chaque serrure se transformait en quelque chose de nouveau. C'était un son simple mais il pesait lourd. Clic, clic, clic. À midi la maison m'appartenait d'une manière qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Maître Bertrand m'avait aidé à tout organiser, les documents déposés, les comptes examinés. Rien d'imprudent, rien de caché, juste de la clarté, le genre de clarté qui faisait ressortir en relief tout ce que Thomas avait fait discrètement. Il avait loué un appartement à Écully il y a 6 mois. Il avait ouvert un compte séparé des virements qui totalisait plus que ce que j'avais d'abord réalisé, et il y avait Elodie, 30 ans, travaillait dans son département, aimait ses publications, commentait ses photos, le genre de présence qui semble inoffensive si vous n'y prêtez pas attention. Je n'avais pas prêté attention. Cette partie était pour moi. Vers 18h40 la sonnette a retenti. Raphaël dormait contre mon épaule, son souffle chaud à travers le tissu fin de mon chemisier. Je suis restée dans le salon pendant une seconde, immobile, sentant le moment s'installer, puis j'ai marché vers la porte et je l'ai ouverte. Thomas se tenait là dans une chemise bleue bien repassée, les manches retroussées comme s'il sortait tout juste d'une réunion. Derrière lui sa mère Monique serrait son sac à main à 2 mains, sa bouche déjà fixée dans une ligne de désapprobation, et juste un pas derrière eux, légèrement sur le côté, se trouvait Elodie. Elle portait un pull beige doux et une expression polie incertaine, comme si elle n'était pas tout à fait sûre du rôle qu'elle était censée jouer. Pendant une seconde personne n'a parlé, puis Thomas a souri, pas un large sourire, juste assez pour suggérer la normalité. Te voilà, a-t-il dit.
Tu n'as pas répondu à mes messages. J'ai reculé légèrement mais je n'ai pas ouvert la porte plus grand. J'ai été occupée. Ai-je dit. Ses yeux se sont posés sur Raphaël. C'est lui. Monique s'est penchée en avant essayant de mieux voir au clair. Laisse-moi voir mon petit-fils. Son ton portait ce mélange familier d'exigence et d'affection comme si les deux étaient la même chose. J'ai décalé légèrement Raphaël le gardant près de moi. Il dort. Ai-je dit. Thomas a fait un petit pas en avant comme si cela réglait la question. Nous ne le réveillerons pas. Je veux juste le voir. Derrière lui le regard d'Élodie parcourait la maison notant les détails, les photos, les meubles, la vie qu'elle avait orbité sans jamais y entrer. Thomas, ai-je dit. Ma voix calme. Nous devons parler. Il a froncé un peu les sourcils. Nous pouvons parler à l'intérieur. J'ai secoué la tête. Pas encore. C'est là que la patience de Monique c'est épuisé. C'est ridicule, a-t-elle dit. Nous avons fait toute la route depuis Annecy et tu nous gardes sur le perron comme des étrangers. J'ai croisé son regard d'une certaine manière. Ai-je dit. Vous l'êtes. Thomas a expiré bruyamment. Claire, s'il te plaît, ne faisons pas ça ici. Faire quoi. Ai-je demandé. Sa mâchoire s'est serrée. Faire une scène, c'était ça. Pas d'inquiétude, pas d'excuse, juste l'image. Je ne fais pas de scène. Ai-je dit. Je pose une limite. Élodie a bougé légèrement, changeant de poids d'un pied sur l'autre pour la première fois. Elle m'a regardé directement. Je ne savais pas que vous aviez déjà eu le bébé, a-t-elle dit doucement. Sa voix était prudente, mesurée. Oui, ai-je répondu la semaine dernière. Thomas l'a regardé surpris. Tu ne me l'as pas dit. Je ne t'ai pas dit beaucoup de choses. Ai-je dit. Le silence s'est installé entre nous puis Thomas s'est redressé comme pour se ressaisir. D'accord, a-t-il dit. Bien, nous parlerons, mais d'abord, où est mon fils. Le mot mon est resté suspendu dans l'air. J'ai senti quelque chose de stable en moi, comme une ligne sur laquelle je pouvais me tenir sans faiblir. Je l'ai regardé puis j'ai dit très calmement. Quel bébé. Pendant une seconde il a juste cligné des yeux. Quoi, le bébé. Ai-je répété. Celui pour lequel tu m'as dit d'appeler un taxi à 2 heures du matin. Personne n'a bougé, même Monique. Sais-tu. Thomas a lâché un court rire comme s'il pensait qu'il s'agissait d'un malentendu. Claire, j'étais à moitié endormie, a-t-il dit. Je ne me suis pas rendu compte. Tu t'es assez rendu compte pour éteindre ton téléphone. Ai-je dit. Son expression a changé. Pas de la culpabilité, pas encore de la défensive. Ce n'est pas juste, a-t-il répliqué. J'avais une réunion importante. J'avais besoin d'être reposée. J'étais en train d'accoucher. Ai-je dit sans élever la voix. Le constatant simplement. Les yeux d'Élodie se sont tournés vers lui. La prise de Monique sur son sac s'est resserrée. J'ai conduit moi-même à l'hôpital. Ai-je continué seule à 2h21. J'ai quitté la maison seule à 3h. Je suis arrivée aux urgences seule à 6h15. Tu m'as envoyé un message. Tout va bien. Thomas a de nouveau ouvert la bouche mais rien n'est sorti cette fois. J'ai tout noté. Ai-je dit. Les heures, les messages, les virements de notre compte, l'appartement à Écully. Cela a fait mouche. Son visage a changé d'une manière que je n'avais jamais vu auparavant. Claire, a-t-il dit plus bas. Maintenant ce n'est pas le moment. C'est exactement le moment. Ai-je répondu. Monique a regardé de lui à moi, la confusion se transformant en quelque chose de plus vif. Thomas, a-t-elle dit. De quoi parle-t-elle. Il n'a pas répondu. Élodie a reculé d'un pas comme si le sol sous elle s'était dérobé. Je pense que je devrais y aller, a-t-elle murmuré. Thomas a attrapé son bras instinctivement. Non, attends. Elle s'est dégagée. Tu m'avais dit que c'était compliqué, a-t-elle dit. Pas ça. Puis elle s'est retournée et a descendu, la laissant se retourner. La lumière du soir accrochait ses cheveux alors qu'elle partait et pendant une seconde tout a semblé très immobile. Monique l'a regardé partir puis s'est tournée vers Thomas. Qu'as-tu fait, a-t-elle exigé. Thomas a passé une main dans ses cheveux, son assurance s'effritant. Tout cela est exagéré, a-t-il dit. Claire est bouleversée. Elle vient d'avoir un bébé. Je ne suis pas bouleversée, ai-je dit, et c'était la vérité. Je suis lucide. Il m'a regardé puis m'a vraiment regardé et quelque chose dans son expression a vacillé. Où est-il, a-t-il demandé à nouveau plus bas. Maintenant j'ai ajusté Raphaël dans mes bras, senti son petit poids, sa respiration régulière. Tu n'étais pas là quand il est né, ai-je dit. Tu ne peux pas arriver maintenant et prétendre être un père. Thomas a reculé d'un pas comme si les mots avaient une force physique. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Si ça l'est maintenant, ai-je répondu. Monique a secoué la tête, sa voix tremblant entre la colère et l'incrédulité. C'est ton mari, a-t-elle dit. Tu ne peux pas. Simplement si je peux, ai-je dit, et j'ai fermé la porte. Le clic de la serrure a résonné dans le couloir définitif et net à l'intérieur. La maison était de nouveau calme. Raphaël a bougé légèrement puis c'est apaisé. Je suis restée là un moment, une main posée légèrement sur son dos, écoutant le silence, pas vide, paisible. Pour la première fois depuis longtemps, j'avais l'impression que c'était quelque chose que je n'avais pas à réparer. La première nuit dans la nouvelle maison, je me suis réveillée à 2h du matin. Pendant une seconde, je ne savais pas où j'étais. La pièce était plus sombre que ce à quoi je m'attendais, plus calme aussi. Pas de ronronnement de l'ancien réfrigérateur, pas de faible lumière de rue se glissant à travers les stores comme à Limonest, juste l'immobilité et la respiration douce et régulière de Raphaël dans le berceau à côté de mon lit. J'ai tourné la tête et vérifié l'horloge numérique sur la table de chevet. 2h du matin. J'ai presque souri, non pas parce que c'était drôle mais parce que ce chiffre ne ressemblait plus à une blessure, cela ressemblait à un repère. Un endroit par lequel j'étais passé et dont j'étais ressorti de l'autre côté. Raphaël a émis un petit son, un petit étirement de ses bras comme s'il testait l'air. J'ai tendu la main et l'ai posée doucement sur sa poitrine. Tout va bien, ai-je chuchoté. Je suis juste là. C'était devenu notre routine.
Villefranche-sur-Saône, une maison plus petite, une rue plus calme, moins d'attente flottant dans l'air, le genre d'endroit où personne ne se souciait de savoir si votre pelouse n'était pas parfaitement tondue chaque semaine ou si votre lumière de Porsche restait allumée toute la nuit parce que vous étiez trop fatigué pour l'éteindre. Nous étions là depuis 3 semaines. 3 semaines depuis que j'avais fermé la porte à Thomas. 3 semaines depuis que l'avocate avait déposé les papiers. 3 semaines à apprendre ce que l'on ressentait en prenant des décisions sans vérifier d'abord l'humeur de quelqu'un d'autre. Ce n'était pas facile. Quiconque vous dit que recommencer à zéro semble toujours propre et valorisant ne l'a pas fait à 38 ans avec un nouveau-né. Il y avait des nuits où Raphaël pleurait pour des raisons que je ne pouvais pas comprendre et je me tenais dans la cuisine à 2h17 du matin, le berçant doucement pendant que l'horloge du micro-ondes clignotait vers moi et je me demandais si je faisais tout cela correctement. Il y avait des matins où je regardais la pile de documents que Valérie m'avait donnés, relevé bancaire, chronologie, formulaire, et je sentais le poids s'appuyer sur ma poitrine. Il y avait aussi des moments calmes, le genre qui arrivait de manière inattendue, comme la façon dont la main de Raphaël s'enroulait autour de mon doigt ou le son de la maison quand nous n'étions que tous les deux à y respirer. Ces moments comptaient plus que je ne l'espérais. Thomas a appelé la première semaine, j'ai laissé sonner puis il a envoyé un message clair: nous devons parler. Je n'ai pas répondu. Un autre message a suivi: tu ne peux pas me tenir éloigné de mon fils. Je l'ai lu 2 fois puis j'ai répondu pour la première fois depuis l'hôpital: tu peux demander un droit de visite par les voies légales. Ce n'était pas émotionnel, ce n'était pas en colère, c'était clair. Valérie disait que c'était important, garder tout documenté, m'avait-elle dit lors de l'un de nos rendez-vous. La cohérence est votre force ici. Alors je suis restée cohérente. Les messages de Thomas sont arrivés par vagues au cours des jours suivants, certains frustrés, certains presque suppliants, un ou deux qui essayaient de paraître raisonnables. Je ne suis pas rentrée dans le jeu au-delà de ce qui était nécessaire. Finalement, son avocat a pris contact, c'est là que les choses sont passées. Du personnel au formel, nous nous sommes assis l'un en face de l'autre dans une petite salle de conférence du tribunal de Lyon, une longue table entre nous qui ressemblait à une frontière que ni l'un ni l'autre ne pouvait plus franchir. Thomas avait l'air différent, la moins sûre de lui, sa cravate légèrement de travers, son assurance habituelle érodée sur les bords. Il m'a regardé une fois quand je suis entrée puis a détourné le regard. Claire, a-t-il dit doucement. J'ai hoché la tête. Thomas. Valérie a géré la majeure partie, chronologie, documentation, divulgation financière. De temps en temps, l'avocat de Thomas posait une question et je répondais simplement, directement, sans fioriture. À un moment, Thomas s'est penché légèrement en avant, sa voix basse: tu fais vraiment ça? J'ai croisé son regard. Oui, ai-je répondu. Il a secoué la tête comme s'il ne pouvait pas tout à fait réconcilier la version de moi qu'il avait connue avec celle assise en face de lui. Maintenant, cet extrême, a-t-il dit. Pour une seule nuit, j'ai ressenti quelque chose qui ressemblait presque à de la tristesse à ce moment-là, pas pour lui exactement, pour les années que j'avais passées à lui expliquer des choses d'une manière qu'il n'avait jamais entendue. Ce n'était pas une seule nuit, ai-je dit, c'était la nuit où tout est devenu clair. Valérie a placé un document devant lui. Restons concentrés, a-t-elle dit calmement. Nous l'avons fait. Le processus a avancé lentement, minutieusement. Il y a eu des négociations, des ajustements, des moments où je me sentais assez fatiguée pour envisager de céder juste pour que cela s'arrête. Mais chaque fois que cette pensée surgissait, je revenais à 2h du matin au couloir au son de sa voix me disant d'appeler un taxi. La clarté est une chose puissante quand on s'y accroche. Quelques semaines plus tard, Thomas a demandé une visite supervisée. Valérie a expliqué les options, les conditions. Vous n'êtes pas obligé, a-t-elle dit, mais parfois autoriser une rencontre contrôlée peut jouer en votre faveur à long terme. J'y ai réfléchi, pas à Thomas, à Raphaël, à ce que cela pourrait signifier un jour pour lui de poser des questions. D'accord, ai-je dit. Une visite, cela a eu lieu dans une petite pièce neutre, un canapé, 2 chaises, une table avec une boîte de mouchoirs qui semblait être là depuis des années. Thomas est entré et s'est arrêté quand il a vu Raphaël pendant un moment. Il n'a rien dit, puis doucement: il est petit, il était en avance, ai-je répondu. Thomas a hoché la tête comme s'il essayait de rattraper une histoire dont il avait manqué le début. Je peux, a-t-il demandé en faisant un geste léger. J'ai tendu Raphaël avec précaution. Thomas l'a tenu maladroitement au début, comme quelqu'un portant quelque chose de fragile dont il n'avait pas l'habitude. Raphaël a bougé, a émis un son doux puis s'est apaisé à nouveau. Thomas l'a regardé, son expression changeant d'une manière que je ne pouvais pas tout à fait lire. Je ne savais pas, a-t-il dit. Je n'ai pas répondu parce que la vérité était qu'il en savait assez. Il savait que j'étais en train d'accoucher, il savait que j'avais besoin de lui. Il avait fait un choix. Après quelques minutes, Raphaël a commencé à s'agiter et j'ai tendu les mains pour le reprendre. Thomas a hésité puis l'a lâché. C'est tout, a-t-il demandé. Pour aujourd'hui, ai-je dit. Il a hoché la tête lentement alors qu'il se levait pour partir. Il s'est arrêté à la porte. J'ai déconné, a-t-il dit. C'était ce qu'il y avait de plus proche d'un aveu sincère. J'ai serré Raphaël un peu plus fort. Oui, ai-je dit, puis il est parti. Pas d'argument, pas de scène, juste un homme sortant d'une pièce avec moins de choses qu'à son arrivée. Ce soir-là, de retour à Villefranche-sur-Saône, je me suis assise dans le salon avec Raphaël endormi contre ma poitrine et la lumière tardive s'étirant sur le sol. La maison était calme, pas vide, paisible. J'ai repensé à tout ce qui s'était
Passez pas seulement la nuit à 2 heures du matin mais tous les petits moments avant cela, ce que j'avais justifié, ce que j'avais accepté. Un mariage ne se brise pas en une nuit, ai-je dit doucement. Il vous montre simplement où étaient déjà les fissures. Raphaël a bougé légèrement sa respiration. Était stable et sûre. Je l'ai regardé et j'ai senti quelque chose s'installer en moi, ni colère ni même soulagement, quelque chose de plus solide, du respect pour moi-même, pour la vie que j'étais en train de construire à 2 heures du matin. Ai-je chuchoté, presque comme si je lui racontais une histoire qu'il réentendrait un jour. Il a choisi le sommeil. J'ai fait une pause, laissant le silence remplir l'espace entre ces mots. J'ai choisi de me choisir moi-même. Dehors, quelque part dans la rue, un luminaire s'est allumé. Une voiture est passée lentement, les pneus bourdonnant contre la chaussée. Des sons ordinaires, une vie qui avance. Et à 38 ans, ai-je dit en posant légèrement ma joue contre la tête de Raphaël, c'était le premier choix vraiment juste que j'avais fait depuis des années. Cette histoire nous plonge au cœur d'une réalité brutale que beaucoup de femmes vivent en silence, celle de la solitude au sein même du couple. Claire incarne une force tranquille mais inébranlable. Sa décision de ne plus attendre d'être choisie par un mari égoïste et absent est une leçon de dignité. En France, comme ailleurs, les dynamiques familiales cachent parfois des fissures profondes que seul un événement critique, comme un accouchement, finit par exposer au grand jour. La trahison de Thomas n'est pas seulement son refus de l'accompagner à l'hôpital, c'est toute une vie de micro-abandon et de secrets financiers qui éclatent enfin. Ce récit montre qu'il n'est jamais trop tard pour reprendre les rênes de sa propre existence, même à 38 ans avec un nouveau-né sous le bras. La reconstruction à Villefranche-sur-Saône symbolise ce nouveau départ nécessaire, loin des faux-semblants et de la toxicité. Claire ne choisit pas seulement pour elle-même, elle choisit de protéger l'avenir de son fils Raphaël en lui offrant un foyer basé sur la vérité et le respect, plutôt que sur l'indifférence. C'est un rappel puissant que le respect de soi est le socle de toute vie saine. Et vous, qu'en pensez-vous ? Auriez-vous eu le courage de Claire de changer les serrures et de fermer la porte définitivement après une telle nuit, ou pensez-vous que Thomas méritait une seconde chance pour le bien de l'enfant ? Partagez vos réflexions en commentaire.